Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Aujourd'hui, on va faire une plongée vraiment profonde dans le 37e jour du conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette guerre vient de basculer complètement. On n'est plus du tout dans de la simple escarmouche, là. Ouais, parce que si on regarde les sources, on a un paradoxe qui est assez fascinant. Juste avant les événements de cette journée, l'ancien président américain affirmait publiquement que la défense anti-aérienne iranienne était genre oblitérée. Complètement détruite, ouais. Le discours officiel, c'était que les avions américains pouvaient voler sans aucune encombre. Mais le terrain a prouvé exactement le contraire quelques heures plus tard. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, on rappelle qu'on ne prend aucun parti ici. On rapporte simplement ce que les différentes sources de tous les bords documentent sur cette journée. C'est de l'analyse pure. Exactement. Et les faits, ils sont lourds. Les bilans s'alourdissent dans toute la région, en Iran, au Liban, en Israël et dans les pays du Golfe. Et côté américain, les sources font état de plus de 365 blessés, même si on n'a pas encore de morts confirmées. Mais la suprématie aérienne, elle a pris un sacré coup. Ah, c'est clair. La perte de plusieurs aéronefs américains en une seule journée, c'est l'événement déclencheur de ce basculement. L'impunité aérienne, c'est fini. Ce qui nous amène au cas du F-5E Strike Eagle. Les aviateurs l'appellent le camion à bombe, c'est pas un petit coucou de reconnaissance, quoi. Non, c'est un chasseur lourd, très puissant. Et il a été abattu au-dessus des montagnes du Zagros, dans le centre-sud de l'Iran. La vidéo diffusée par les Iraniens est assez glaçante. On y voit l'impact direct, non? Ouais, on voit l'impact et on distingue très nettement deux éjections, le pilote et l'officier des systèmes d'armes. Ils ont été touchés par un missile infrarouge. Attends, un missile infrarouge, ça veut dire qu'il traque la chaleur, c'est ça? C'est ça, en fait, le missile ne repose pas sur un radar classique, donc les gros systèmes de brouillage américains qui sont conçus pour aveugler les radars ennemis, ils ne servent pas à grand-chose ici. Ah ouais, donc l'avion ne sait même pas qu'il est ciblé avant la dernière seconde. Exactement. C'est furtif, ça se dirige vers la chaleur des réacteurs, et boum. Mais le plus choquant, c'est ce qui est arrivé au A-100 Warthog ensuite. Ah, le Warthog. Franchement, dans ma tête, c'est le char d'assaut volant par excellence. Le pilote est littéralement assis dans une baignoire en titane, quoi. Ouais, c'est un avion réputé indestructible. On a des histoires d'A-10 qui rentrent à la base avec la moitié d'une aile arrachée. Du coup, comment il a pu se faire abattre au large de l'île de Kesh, près du détroit d'Ormuz? Le talon d'Achille de cet avion, c'est sa mission. Pour détruire les petites embarcations rapides iraniennes, il est obligé de voler très bas. Et là, il s'est pris un Manpads. Un Manpads? C'est le missile solaire qu'on porte sur l'épaule, genre bazooka? Voilà. Et le détail crucial, c'est que ce missile a été tiré depuis un petit bateau. Ça montre vraiment une démocratisation de l'armement anti-aérien chez les Iraniens. N'importe quelle barque peut cacher une menace mortelle. Purée. Donc l'armée la plus puissante du monde se fait harceler par des petites vedettes. Et ça fait des dégâts. Un deuxième A-10 a eu un moteur complètement explosé par un tir similaire. Il a juste eu la chance de pouvoir faire un atterrissage d'urgence aux Émirats arabes unis grâce à sa conception redondante. Et la chute des aigles ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un effet domino. Les sources parlent aussi d'un drone MQ-9 Reaper abattu. Ouais, c'est le 17e drone de ce type perdu depuis le début de la guerre. Il soutenait les recherches pour les pilotes du F-15. Il y a aussi un hélicoptère Chinook détruit, non? C'est ça, mais lui, il a été détruit directement au sol, au Koweït, par un drone kamikaze iranien. C'est une guerre d'usure totale. Ce qui fait une transition toute trouvée vers notre deuxième point. Parce que quand des avions tombent, des pilotes se retrouvent au sol, en plein territoire ennemi. C'est là que le jeu du chat et de la souris commence, dans le massif du Zagros. Et la mission de sauvetage du F-15, elle révèle pas mal de choses sur l'état de panique du commandement. Envoyer des hélicoptères en plein jour, c'est pas hyper risqué normalement. C'est de la folie tactique en fait. Ils ont envoyé 2 hélicoptères HS-60, guidés par un avion éclaireur qu'on appelle un Pathfinder. Et ça a mal tourné. Mais le plus dingue dans le rapport, c'est qu'ils n'ont pas été repoussés par des missiles antiaériens ultra sophistiqués. Non, c'est ça qui est fou. Ils ont été bloqués par un simple barrage de police iranienne ordinaire. Les flics locaux ont ouvert le feu à l'AK-47 sur les hélicoptères de sauvetage. Juste avec des fusils d'assaut. Ouais, un hélicoptère, ça reste fragile. Il y a des conduites hydrauliques partout. Les tirs ont blessé 2 secouristes américains et ils ont dû rebrousser chemin en urgence. En réussissant quand même à sauver un des 2 pilotes. Un seul, oui. L'officier des systèmes d'armes est toujours seul là-bas, planqué dans les montagnes. Le contraste est vertigineux quand on y pense. 1 heure avant, le gars larguait des bombes intouchables dans le ciel et d'un coup, il devient une proie chassée au sol.
Surtout qu'il a toute la province à ses trousses. Les autorités iraniennes ont offert une prime de 10 milliards d'ottomans pour sa capture. Ce qui fait à peu près 60 000 $. Pour nous, ça paraît peut-être pas astronomique, mais là-bas, c'est le prix d'une voiture de luxe. C'est d'une fortune. Ça motive la population locale, les chasseurs, les bergers. Tout le monde le cherche. Et c'est là qu'on découvre les tactiques de survie. En lisant les documents, j'ai eu un vrai moment de révélation. La consigne absolue, c'est de ne jamais courir. Jamais. C'est contre-intuitif parce que ton instinct de survie te hurle de fuir en courant, mais c'est la pire chose à faire. Pourquoi? À cause du mouvement? Exactement, c'est la psychologie de la chasse. L'œil humain repère tout de suite les mouvements rapides, surtout en périphérie. Si tu cours, tu signes ton arrêt de mort. Donc faut faire quoi? Ramper? Ramper, et super lentement. Les instructeurs disent qu'il faut bouger comme de la mélasse ou comme un mime français. Un mime? Carrément? Ouais, des mouvements imperceptibles. Et la priorité, c'est de s'éloigner au maximum du lieu du crash, parce que c'est de là que partent toutes les recherches. Faut un mental d'acier. Heureusement, le paquetage de survie est quand même assez ouf. La radio, la PRC 112G, c'est pas juste un petit talkie-walkie. Ah non, c'est un bijou de technologie. Elle est reliée par satellite, elle permet d'envoyer des messages cryptés, et surtout, elle peut recevoir des cartes. Ah ouais, donc le pilote voit la topographie et peut-être même où sont les ennemis. C'est ça. Ça lui donne un avantage tactique énorme sur ses poursuivants. Et il y a aussi l'armement. Le fameux fusil de survie Gao 5. Le fait qu'il se sépare en 2 morceaux sous le siège éjectable, c'est un détail de fou. C'est pour gagner de la place, ouais. Il s'assemble en quelques secondes. Et le pilote a 120 cartouches avec lui. Et 120 cartouches, c'est rien si tout un village te tire dessus. C'est pour ça que la doctrine est claire. L'arme ne sert pas à engager le combat. Elle sert uniquement à briser le contact, si on tombe nez à nez avec quelqu'un, pour pouvoir s'échapper. Bon, alors pendant que les États-Unis mettent des moyens colossaux pour retrouver un seul homme au sol, l'Iran, de son côté, déploie une offensive stratégique massive. Et c'est là que la carte géopolitique change. L'Iran profite de la vulnérabilité aérienne américaine pour balancer un vrai déluge de feu sur toute la région. On le voit avec Israël, les frappes sur Tel Aviv avec des missiles balistiques, mais attention, pas n'importe lesquels, des missiles à sous-munitions. C'est le détail qui change tout l'équilibre de la défense. Un seul missile balistique s'ouvre en vol et libère 70 à 90 petites bombes. De la taille d'un ballon de basket, d'après les rapports. C'est ça. Et pour un système comme le dôme de fer, c'est un cauchemar. Au lieu de calculer la trajectoire d'une grosse menace, il doit gérer 70 petites cibles en même temps. C'est comme si on te demandait d'attraper une balle de tennis, ça va, mais si on te jette un saut de bille à la figure, c'est impossible. Belle analogie. Et du coup, le dôme de fer est obligé de lancer une douzaine d'intercepteurs pour un seul missile entrant. Le coût financier pour Israël est juste exponentiel. Ce qui s'inscrit dans cette stratégie iranienne de ciblage méticuleux et économique. L'histoire du navire commercial MSC Yashika est dingue à ce niveau-là. Frappé par un missile de croisière au large de Bahreïn, ouais, Et pourquoi lui précisément? parce que les services de renseignement iraniens ont fouillé les montages financiers. Ils ont découvert qu'il appartenait partiellement à des intérêts israéliens. Exactement. C'est pas des frappes à l'aveugle. Ils montrent qu'ils peuvent identifier et détruire avec une précision chirurgicale les intérêts de leurs ennemis, même en plein milieu du trafic international. Et ils frappent aussi les infrastructures économiques lourdes à terre, la station de pompage d'Abshan et surtout ce centre de données d'intelligence artificielle de Google aux Émirats arabes unis. Un projet estimé à 30 milliards de dollars, parti en fumée. Et le plus absurde, c'est que les autorités locales ont essayé de minimiser en parlant de, je cite, « simples débris de drones ». Alors que toute la façade du bâtiment était littéralement soufflée. C'est du déni pur pour rassurer les marchés financiers. Sauf que le message iranien est clair. Si vous accueillez les Américains, vos investissements technologiques sont des cibles. Et ça nous amène au coup de grâce stratégique de cette 37e journée, l'évacuation de la 5e flotte américaine. Le QG est basé à Manama, au Bahreïn. C'est pas rien, c'est le cœur de la présence navale américaine dans la région. Et il a subi tellement de frappes de drones et de missiles que les infrastructures vitales sont détruites. Les jetées, les communications, tout est hors service. Il y a même un détail assez surréaliste dans les notes. C'est écrit qu'on sait qu'il est temps de plier bagages quand le Baskin-Robbins de la base est pulvérisé. C'est tragiquement drôle, ouais. Mais le résultat est très sérieux. Les 1500 marins ont dit être évacués en urgence absolue vers la Virginie. C'est une humiliation stratégique. Complètement. Et tant que le régime iranien actuel maintiendra cette pression, il est hautement improbable que cette base rouvre un jour. Et les implications régionales s'enchaînent.
On a vu que la Jordanie a été frappée aussi sur la base d'Al-Azraq. C'est ça, ça prouve à tous les pays du Golfe que le bouclier américain ne les protège plus. Face à cette vulnérabilité, des pays comme le Qatar, le Koweït ou les Émirats pourraient très bien demander le départ des forces américaines. Juste pour apaiser l'Iran, en fait. Exactement. D'autant plus qu'on a vu les Chinois négocier des accords en coulisses dernièrement. Bah écoute, ça nous amène à la conclusion de ce décryptage. En gros, la journée 37 nous a démontré un truc que personne n'attendait. Le commandement et le contrôle iraniens sont toujours parfaitement intacts. Le fameux C2, ouais. Ils sont incroyablement bien coordonnés et ils infligent des pertes, tant matérielles que géopolitiques, qui sont historiques. Et ça soulève une réflexion finale vertigineuse pour notre auditoire. Si la présence militaire américaine, qui était vraiment la pierre angulaire de la sécurité au Moyen-Orient depuis des décennies, se fait physiquement chasser du Golfe par des drones et des missiles de poche, Ouais, qui va prendre la relève? c'est la grande question. Qui va s'engouffrer dans ce vide de pouvoir monumental pour sécuriser les routes maritimes de l'énergie mondiale demain matin? Un petit indice, au vu des récents accords, ce ne sera probablement pas une puissance occidentale.